je vais vous partager mon écran. D'accord. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter à intervenir. Nico, j'ai encore 10 secondes, excuse-moi. N'hésitez pas à intervenir, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. La première, c'est le chat, la conversation. Donc, on va le suivre et essayer de prendre en compte vos questions. La deuxième, c'est de le faire en levant la main. Et puis la troisième, si vraiment vous le souhaitez, c'est d'intervenir directement. On va essayer de garder les micros coupés quand vous n'intervenez pas pour éviter les bruits de fond qui sont souvent compliqués. Mais n'hésitez surtout pas, l'objectif, c'est d'avoir un échange. Hein. Donc, n'hésitez pas par quelques moyens que vous le souhaitez à prendre la parole. Voilà, je laisse Nicolas présenter la réforme et je coupe mon micro. Ton micro est coupé, Nicolas. Merci Daniel. Donc après l'introduction, donc le déroulement de vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, oui. Oui, on t'entend. Oui, on entend. Donc là, on t'entend plus si tu coupes le micro. Alors l'évolution des championnats jeunes, au niveau de la Ligue, donc comme Daniel vous l'a expliqué, on a constitué un groupe de travail sur plusieurs demandes au niveau de ce groupe de travail. Il a fait surtout effet sur plusieurs réunions qu'on a fait maintenant depuis 2 ans avec vous sur comment les améliorer, comment on pourrait amener plus de compétitivité dans le groupe. Donc le groupe s'est reformé avec les personnes que vous voyez dessous pour pouvoir vous présenter ce soir un peu une réforme. Comme l'a dit Daniel, c'est une proposition. Il ne faut surtout pas hésiter à échanger, mais il me semble qu'on s'est adapté au mieux aux demandes des clubs pour qu'on puisse vous proposer cette évolution. Donc, les éléments majeurs qui ont amené les travaux, nos objectifs étaient de conserver la logique de suivi et de mérite générationnel à un maximum pour pouvoir continuer ce qu'on sait faire de bien au niveau de cet aspect générationnel. Vous verrez quand même quelques modifications par rapport à ça, mais le but, c'était de conserver cette logique. Accroître notre compétitivité, elles maintiennent nos équipes formatrices au niveau national. Quand on parle niveau national, c'est les U17 et les U19 nationaux où c'est que les clubs de ligue, mis à part les clubs pro, voire quelques années, on a eu quand même le DFCO redescendre de U19 nationaux. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment essayer de conserver un rythme et de pouvoir se maintenir au niveau de nos équipes. Conserver des ponts d'accès district league, ne pas avoir une ligue fermée complètement et permettre à nos générations de pouvoir jouer en ligue. De ne pas augmenter le nombre global d'équipes en ligue aussi. Le but, c'est pas d'aller de faire de la masse et de récupérer un maximum d'équipes dans les districts. Le but, c'est de rester dans un juste milieu entre les compétitions fédérales et nos districts. Avoir un engagement plus prononcé au niveau du U18. Ça, c'était une demande forte des clubs depuis plusieurs années avec un seul groupe de U18. Donc, on a eu pas mal de remontées sur l'aspect générationnel justement à ce niveau-là. Rendre compatible pour les clubs les montées de certains U18 en senior. Donc, c'était en même temps. Donc, le but, c'était de pouvoir, pour pouvoir sur les 3 années d'âge, exemple plus 16 U17, jouer en U18 R2 ou jouer en U18 ou en senior. Éviter des phases d'automne trop longues aussi. Vous avez beaucoup de remontées sur ces phases de brassage qui nous permettent d'avoir des scores fleuves au niveau de nos compétitions. Et puis surtout, un point important, c'est de pouvoir stabiliser les effectifs des jeunes joueurs. La forme fédérale qui vous prive d'avoir 6 mutations, mais d'en avoir plus que 4. L'idée, c'était de pouvoir avoir un parcours élite qui permette d'avoir le moins de mouvance possible pour que vous puissiez conserver et stabiliser tout au long de vos effectifs vos jeunes. Voilà un peu les objectifs qu'on voulait mettre à mal par rapport à la présentation que vous allez suivre. Donc, les propositions d'évolution sur les 3 niveaux. Donc, on vous a réindiqué les niveaux fédéral, ligue et niveau ligue intersecteur régional. C'est surtout ça qui nous intéresse. Sur un premier bloc, donc on est parti avec le groupe de travail sur la première réflexion qui était plutôt les U18, donc comme on vous l'avait dit, qui était un schéma, qui était le schéma qui a fait qu'on a réuni un groupe de travail, donc surtout le poste formation. Donc l'idée que le groupe de travail a émergé, donc par rapport au U17 au U19, on s'est rendu compte que si on conservait, le but était d'amener deux groupes de U18 R2
qui était à mon avis la forte demande. On s'était avec le groupe de travail posé la question si on ferait qu'un groupe ou deux groupes. On a bien compris que sur un niveau R2 par rapport au kilomètre, il était important pour nous de constituer deux groupes de niveau R2. Et donc par rapport à ça, avec l'ensemble du championnat, si on conservait des U16, des U17 et des U18, ben, on augmenterait considérablement le nombre d'équipes dans cette partie formation et appellerait beaucoup d'équipes des districts. Donc on a décidé de supprimer pur et dur le U17 R2. Il y a aussi des contraintes au niveau du National 3, où c'est que certains clubs de National 3 doivent avoir dans leurs obligations réglementaires fédérales une équipe de U18. Donc avec un seul groupe, s'ils n'étaient pas qualifiés en ligue, redescendaient au niveau district pour avoir cette appellation U18. Donc on a estimé que de supprimer le U17 serait la meilleure façon de pouvoir conserver un rythme sur une du U16 R1, U18 R1, ainsi que la continuité de nos U16 R2. Donc là-dessus, le groupe de travail s'est penché sur deux questions. C'est de comment pouvoir réaliser les passerelles entre le U16 et le U18. Donc il y a eu deux solutions proposées. La première, c'était de se dire on continue l'aspect générationnel, c'est-à-dire que une équipe de U16 qui irait directement en U18, qu'elle soit R1 ou R2 avec sa génération U17, pourrait proposer une candidature sur 2 années en U18 s'ils viennent prouver qu'ils avaient bien X% de joueurs U17 qui peuvent encore continuer en U18. Donc garder cet aspect générationnel-là par rapport à des critères que vous connaissez de candidature. Donc évidemment, il y a beaucoup de textes à réécrire et il faut que, si on accepte la proposition, que le groupe de travail se propulse rapidement sur ces critères à l'aide de nos juristes pour qu'on puisse avoir vraiment cette transition générationnelle. Ou alors, on avait aussi évoqué avec le bureau de ligue de pouvoir travailler sur la formation en format senior, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du 16, c'est-à-dire qu'on ferait que des critères sportifs, c'est-à-dire que les deux derniers de U16R1 intégreraient la U18R2 et que les deux premiers du groupe de U16R2 accèdent au U18. Ce qui fait que là, on est vraiment sur un format compétitif, préparation des seniors, mais par contre, qui va soulever une problématique où c'est qu'on peut couper carrément une année générationnelle avec les 17. Donc ça, c'est des propositions du groupe de travail et on aimerait savoir un peu votre avis par rapport à ceci. C'est des questions qui se sont posées aussi hier soir, donc on a un vrai débat là-dessus et c'est pour ça qu'on essaie de vous sonder aussi, vous les clubs, d'avoir un peu votre avis par rapport à cette période de formation et ce passage de U16 en U18. Notez également que le niveau U18 intersecteur est simplement supprimé. L'idée de discussion avec nos districts, c'est que nos districts puissent proposer des championnats à l'année dès qu'ils pourront pour pouvoir augmenter la compétitivité en U18, voire pourquoi pas de créer un intersecteur à la trêve avec des districts proches des uns des autres. Si on prend un exemple aujourd'hui dans le doux territoire de Belfort, ils viennent de créer leur propre championnat U18 qu'ils appellent Elite sur un championnat annuel qui regroupe plusieurs équipes de leur district et qui ne sont pas au niveau ligue aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le schéma de la formation. Donc un gros changement avec la suppression du U17. Et, pardon. Et si on parcourt maintenant le poste pré-formation, donc je vais partir plutôt du côté des U13, où c'est que là aussi, chaque extrémité, on a un gros changement. Et de proposer, et c'était beaucoup de souhaits de certains clubs, de proposer un championnat annuel sur le U13, donc de démarrer directement en phase automne avec 10 équipes. Pour que la phase printemps, on conserve que 6 équipes en R1 pardon, et 4 équipes reviendraient rejoindre l'intersecteur qu'on intitulerait aujourd'hui R2 pour pouvoir harmoniser un peu le nom de nos compétitions et sortir de ce mot intersecteur. Donc les quatre équipes dernières viendraient peupler 24 équipes du U13 R2 qui se joueraient en phase printemps. Et l'accession en U14 serait identique à ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire par le biais de candidature, notamment pour les U13 R1 et pour les U13 R2. Sachant aussi que vous savez que dans nos réglementations, chaque équipe finissant première des districts de championnat D1 peuvent postuler aussi à l'accession en U14. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne changerait pas, matériellement parlant, tout au long du parcours.
Je m'attarde très rapidement parce que c'était des questions qu'il y avait hier soir et pour vous stipuler très rapidement comment on procéderait au choix sur la première année des 10 équipes de U13. On irait se tabler directement sur le championnat intersecteur de la saison N pour définir les 10 équipes. Donc, idem à ce qu'on fait aujourd'hui, on serait sur une phase de candidature, on prendrait l'ensemble des équipes qui souhaitent candidater post-fin de championnat U13 intersecteur, on les classerait et les 10 meilleures équipes rejoindraient ce groupe-là pour la première année de transition. Sur des années courantes, l'idée serait de conserver sur le groupe de 6 U13 R1 les 5 meilleures équipes et qu'ensuite l'équipe classée 6e et les autres équipes du championnat U13 R2 soient classées sous candidature aussi, comme vous le connaissez, pour pouvoir compléter l'année suivante les 5 autres équipes, donc c'est-à-dire qu'on aurait un turnover d'équipe de 50%, qui permettrait quand même de pouvoir brasser un peu plus et de s'assurer que les équipes puissent matériellement réaccéder au championnat. Ça, c'est vraiment la grosse phase d'accession au niveau du 13. Ensuite, en découle du 14 avec 4 groupes de 6 équipes sur une phase automne, où l'idée que la Ligue A serait de brasser plus rapidement pour qu'on puisse démarrer un championnat U14R1 et un championnat U14R2 en phase printemps le plus rapidement possible. L'idée qu'on aurait, ce serait de démarrer en novembre, après là, tout ça, de couper ces phases de brassage très courts pour qu'on puisse démarrer rapidement sur des championnats qui soient beaucoup plus longs et beaucoup plus compétitif. Donc, vous le voyez, du U14 sur des 4 groupes de 6, 8 resteraient en U14 R1 en phase printemps et 16 équipes se répartir 2 groupes de 8 pour jouer la deuxième partie de championnat. Ensuite, transition au niveau pour pouvoir réaccéder au niveau Ligue, parce que vous avez vu que là, depuis U13, pendant 2 saisons, mis à part les accédants en district de U14, mais qui sont généralement très peu, parce que les équipes qui sont en R2 restent et souhaitent rester en U14. L'idée, c'est de conserver qu'un groupe de 12 équipes en U15 R1 et l'ensemble des équipes qui étaient en ligue redescendent en district sur une phase automne en discussion déjà avec eux qui serait possible sur une phase automne très courte, là aussi, c'est-à-dire que démarrer un brassage en district et le terminer juste après la Toussaint, donc au mois de novembre, pour réaccéder en U15R2, 24 équipes réaccéderaient en U15RE pour jouer le championnat d'une phase printemps qui serait beaucoup plus longue, pour ensuite pouvoir accéder au U16 R2 ou R1 avec les U15 R1. Toujours sur un format de candidature, comme vous le connaissez, avec la prise en compte du label et de l'éducateur. Les passerelles district ne bougent pas par rapport aux réglementations actuelles. Donc voilà le schéma qu'on vous propose aujourd'hui par rapport au groupe de travail. Donc 2 gros axes, 2 gros segments qui ont changé plutôt en fin de formation et plutôt en début de pré-formation. Ensuite, sur du championnat U14, U15 et accession U16, on reste sur une réglementation que vous connaissez, juste avec des abréviations qui sont un peu plus dénominatifs qu'intersecteurs, mais également avec des championnats fin printemps qui démarraient beaucoup plus vite pour les saisons. Est-ce que là, il y aurait déjà quelques questions? Alors, je ne sais pas si je peux voir moi les mains levées par rapport à ça. N'hésitez pas en tout cas. Donc voilà le schéma un peu complet qu'on vous présente ce soir. Sébastien, je crois que je t'ai vu, je t'ai aperçu. Je ne sais pas si Sébastien, notre DTR, est là. Non, je ne le vois plus. La dernière stage, c'était justement lui donner la parole. Donc, il avait des contraintes personnelles, Sébastien. Donc, je vais porter garant du mot de votre directeur technique régional. Donc, pour nos jeux de talent aujourd'hui et demain, et quelques critères indispensables. Donc, c'était vraiment le fruit de notre réflexion ensemble. C'est pas affiché, Nico. C'est pas affiché. Voilà, c'est mieux. Ça y est. Bon. Ouais. Donc l'idée pour lui, dès le départ du projet dans le groupe de travail, c'était le mérite générationnel, l'opportunité de monter de district en ligue,
et la volonté de confronter les meilleurs plus tôt dans la saison, synonyme de performance à terme et maintien plus fréquent dans nos compétitions nationales. Voilà, il avait résumé à lui tout seul un peu les 3 gros objectifs qu'on avait de ce groupe de travail-là. Donc je me porte garant de Sébastien pour vous faire passer le message et vous remets le schéma pour peut-être passer à si vous avez des questions ou pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas. Ouais, je vois Adrien. Adrien, pas de souci. Rien cadeau, ouais. Oui, bonsoir. Une petite question à propos des 18. Il y a la suppression d'intersecteurs. Quelle est la garantie que les districts ils organisent des intersecteurs? Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de clubs qui ont des 18 districts, c'est une saison toujours compliquée. Au bout de 6 mois, si on n'est pas en intersecteur, la saison elle est pratiquement finie puisqu'il n'y a pas d'objectif pour la deuxième phase. Et là, vous êtes en train de dire que peut-être il n'y aurait même pas d'objectif. Ça dépend des districts s'ils mettent en place une poule élite ou pas entre d'autres districts. Donc voilà, c'était savoir si ça serait automatique cette poule élite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, on est en train d'avoir des garçons sur une 3e année de formation qui n'auront que peu de choses à jouer. Et déjà, dans un système de formation, ça c'est aussi le deuxième point que je trouve un peu regrettable, c'est qu'il n'y a jamais de notion de jouer un maintien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, ils jouent tout le temps une montée, ou en tout cas une accession. Et en fait, à part s'ils jouent à un niveau national, mais bon, ce n'est pas le cas chez nous, ils découvrent cette notion de maintien et de pression du résultat que lorsqu'ils arrivent en senior. Donc, je trouve un peu dommageable ces 2 points, c'est qu'on n'est toujours pas de phase de maintien et on n'a pas de phase de... Et là, en 18, je suis un peu inquiet. Adrien, pour te répondre, la première chose, des garanties au niveau district, évidemment, nous, côté Ligue, nous ne sommes pas des présidents de district, mais pour confirmer un propos, la première, c'est que ce schéma a été proposé au bureau de Ligue constitué des présidents de district sur lesquels on a engagé la discussion en disant, en supprimant l'intersecteur, vous permettra de pouvoir créer un championnat plutôt annuel, plutôt compétitif. Sauf erreur de ma part, et si Daniel veut confirmer, on n'a pas trouvé de réticence à ça, bien au contraire, par rapport à dire, ben, eux, ils se basaient surtout sur l'intersecteur pour dire on gère du 18 jusque-là et après on n'a pas. Mais je crois qu'ils ont quand même cette volonté de pouvoir amener leur équipe et leurs jeunes U18, les amener, on va dire, dans une formation district qui permettrait de les amener et les accompagner au mieux au niveau senior. Maintenant, les garanties, on n'en a pas personnellement, sauf qu'on n'a pas eu de contraintes et de réticences par rapport à la proposition qu'on a faite. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, alors je pense que j'ai peut-être pas été assez clair par rapport justement à ta question. On a 2 propositions à faire en tant que d'accession du U16 en U18, c'est-à-dire qu'on gardait le format générationnel que tu réfutes à ce niveau-là. Et justement, c'est dans le bureau de ligue qu'on a estimé que l'accès du U16 en U18 pourrait se faire sur un format compétitif uniquement sportif, comme tu le décris. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, ben, les 2 derniers de U16 R1 descendraient automatiquement en U18 R2. Et sur les U16 R2, les 2 premiers accéderaient au U18 R1. La contrainte de ça, qu'il faut être clair là-dessus, parce qu'on est là aussi pour échanger ensemble, est le fait de dire qu'en faisant ce format compétitif et n'ayant plus de U17, on risque de casser l'aspect générationnel. Mais par contre, on l'a proposé cette solution-là. Donc, on a 2 solutions à vous proposer pour l'accès entre U16 et U18, soit aspect générationnel où il n'y a rien à jouer, comme tu le dis, c'est-à-dire que c'est des candidatures, ou soit vraiment un format compétitif pour préparer nos équipes à l'arrivée en senior, justement. Nicolas, je vais compléter parce que dire qu'il n'y a rien à jouer, c'est quand même pas vrai, puisque de toute façon, les candidatures, c'est 70% pardon, de critères sportifs. Ça veut dire que le classement est très important pour pouvoir accéder en R1 ou même en U15 R1, en U16 R1, etc., tout au long de la formation. Donc le critère sportif est bien présent. Hein. Quand on est dernier d'une poule, d'abord on descend, c'est clair. Et ensuite, les critères pour candidater, il y a bien sûr 30% de critères structurels entre le label et le diplôme de l'éducateur, mais il y a surtout 70% de critères sportifs. Et puis, je voulais juste rajouter quelque chose sur les U18 intersecteurs. Je ne sais pas si ça constituait
un enjeu pour les clubs, mais on s'est aperçu au fil de l'eau qu'il y avait énormément de forfaits dans ces poules et qu'il y avait très peu de championnats, que le U18 intersecteur était excessivement pauvre parce qu'il n'y avait pas non plus d'enjeu, c'est-à-dire qu'il débouchait sur rien. Donc c'était aussi un vrai problème. Et qu'il était qu'en deuxième phase. Voilà, juste les petites. Alors, il y a une intervention sur le chat. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, pardon, EP, qui dit en fin de formation, il veut peut-être prendre la parole. En fin de formation, je trouve que supprimer les 2 groupes U17 pour créer 2 groupes U18 ne permettrait pas d'élargir l'accès au championnat U18. Je ne sais pas qui est EP. Hein, si la personne veut intervenir en direct, ça serait mieux. Oui, bonsoir. Julien Seguin, en tant que proche de Villars. Oui. Julien, salut. Salut Nicolas. Oui, en fait, la proposition qui est faite avec la création des 2 groupes U18 R2 en lieu et place des 2 groupes de U17 R, ça n'élargit pas forcément l'accès aux équipes au niveau régional, et d'autant plus si vous supprimez le U18 intersecteur qui existait sur la 2e phase printemps. Donc, je trouve que c'est, à mon sens, une inquiétude par rapport au travail générationnel que les clubs ont commencé à mener depuis la fusion des 2 ligues et de ces nouveaux championnats qui avaient été mis en place à cette époque-là. Et aujourd'hui, je me pose la question de ce que vont devenir les équipes qui jouent en U16 cette année, parce qu'il n'y aura plus de championnat U17 et qu'ils ne seront peut-être pas forcément mûrs pour jouer en U18. Ou en tout cas, ils devraient se mélanger éventuellement avec donc entre U17 et des U18 et du coup casser la spirale de travail d'équipe et de travail générationnel qui est menée depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Alors, deux points où je te rejoins et un où je te rejoins pas. L'accès en ligue ne se faisait pas en U17. Donc, il y avait on avait très peu de clubs qui pouvaient rentrer en ligue par rapport au U17. Donc, une fois qu'on était en U16, on pourrait considérer que tu allais jusqu'en U18. Donc, ça, c'était une formalité. Si ce n'était pas le cas au tout début qu'on a lancé les réformes générationnelles où c'est qu'on est allé repêcher des choses, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu rentres en U13, tu as 80% de chances d'aller jusqu'en U18. Donc, quand tu es en U16, tu as pratiquement 90% d'y rester. Donc, sur ce appel générationnel-là, c'est pas tout à fait juste par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur 2 années où tu le vois, où le but, c'est de pouvoir arriver par le U15, de pouvoir espérer de revenir dans du U16 pour pouvoir jouer 2 ans, de pouvoir jouer 2 ans au moins au niveau ligue. Parce que quand tu réaccéderas par le U15, il y a de fortes probabilités que sur les 2 saisons, tu vas pouvoir jouer en ligue. Donc, c'est ça, c'était le premier aspect. Par contre, oui, clairement, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a énoncé tout à l'heure, et ça va, toi, tu es plutôt de ce côté-là que la personne qui intervenait juste avant, en disant, nous, aujourd'hui, la passerelle, le U17 serait plutôt du U18, c'est comme ça qu'il faudrait le dénommer, c'est-à-dire que potentiellement, en U18 R2, on suppose qu'on va surtout avoir des clubs qui seront à 80% des joueurs U17 et sur lequel on souhaite pouvoir, si vous nous informez que c'est bien 80% ou 70 ou 60, on n'a pas encore défini certains critères, que vous avez cette génération en U18 R2 qui sont des U17, de pouvoir continuer à recandidater sur une année supérieure en U18. D'accord, oui, c'est la notion de pourcentage de U17 par rapport au U18 que tu avais évoqué tout à l'heure, où tu n'étais pas rentré forcément dans le détail. Je la comprends un peu mieux avec ta réponse. C'est ça. Donc en gros, c'est exactement ça, Julien. On a 2 propositions. Ben, c'est soit on pète un lien générationnel et puis on fait un accès montée-descente comme en senior, comme l'expliquait la personne d'avant, ou soit on fait une proposition qu'on garde un système générationnel, c'est-à-dire que les U16 R2 vont beaucoup basculer en U18 R2 et on sait que ce sera potentiellement des U17, mais que ces 17-là, ces 17 ans qui jouent en U18 R2 pourront repostuler sur une année supplémentaire en U18. Ok.
Ok, donc tu as plutôt bien répondu à mes interrogations et pour le coup, je suis moins négatif qu'au moment où j'ai mis le post sur le chat. D'accord, ok. C'est le but en tout cas, hein, c'est de répondre aux questions. Hein. Ça marche. Merci pour les explications. D'en prie. Je ne sais pas si on avait répondu à la personne d'avant parce qu'on n'y a pas trop redonné la parole. Je ne sais pas si j'avais été clair, mais il ne faut pas hésiter. Oui, c'était tout bon. Après, effectivement, je pense que globalement, sur la catégorie 18, il y a une problématique plus générale, que ce soit visiblement intersecteur ou même en district sur le Oui, nombre de forfaits. Voilà. ça, Mais, sinon, Adrien, oui. Adrien, on est tous au fait, là, j'essaie de pouvoir rassurer, ce serait de dire que si on ne propose pas quelque chose qui mette en lien les districts à vouloir avancer, ben, on ne pourra jamais le faire. Alors, évidemment, on ne dit pas qu'on a raison sur la solution, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais dans tous les cas, et ça, on peut le garantir avec Daniel, notre président, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les compétitions jeunes, on ne souhaite pas qu'elles soient fermées. Peut-être cette proposition-là est la bonne aujourd'hui ou pas la bonne, mais en tout cas, on n'aura aucun problème à revenir derrière, à refaire des réunions avec vous, comme on le fait chaque année, et reproposer des solutions meilleures si on voit que ça ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Au contraire, nous, ce qu'on souhaite au niveau Ligue avec les jeunes, c'est de pouvoir avancer ensemble pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats et d'avoir de meilleures compétitivités dans nos championnats seniors et vous d'avoir aussi des jeunes qui basculent plus rapidement dans les équipes premières, dans les niveaux nationaux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de trouver des solutions. Mais si ça ne fonctionne pas, on n'aura aucun problème pour revenir en arrière, en collaboration avec vous, hein, évidemment. Oui, bien sûr, pas de souci. Aucun problème là-dessus. Nicolas, oui? Je crois que j'ai un Nicolas qui a levé la main. Tu peux prendre la parole sans problème. Non, désolé, c'est une fausse manip, pardon. D'accord, pas de souci. Pas d'autres questions? D'autres remarques surtout? Je te propose de clôturer ce premier point, Nicolas, si tu veux bien. Ben moi, merci. Alors, pour le clôturer, merci pour l'écoute. Alors, on vous enverra évidemment le support de présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des moindres questions. On est à votre disposition pour y répondre. Essayez de regarder aussi au sein de vos clubs, d'avoir des retours. En tout cas, rien n'est figé, rien n'est fermé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire avancer le mieux possible de ces compétitions-là en collaboration avec l'équipe technique et vous, les clubs. Et surtout, on ne souhaite pas que vous restiez sur des a priori ou des questions, donc on est là pour y répondre. Daniel, je te redonne la parole pour le statut des éducateurs. Oui, et puis on fera la synthèse de ce qui a été évoqué hier soir aussi, donc pour pouvoir finaliser le dossier et le projet. Merci Nicolas. Oui, je vais vous parler deuxième sujet de l'évolution du statut des éducateurs tel qu'on vous le propose, en intégrant les nouvelles formations bénévoles. Alors, ce qui a entraîné la réflexion, c'est bien évidemment la réforme de la formation. Si tu veux bien afficher le schéma de la formation aujourd'hui, avec deux filières. Oui, donc, bon, petite introduction. Donc, l'idée, c'est d'adapter le statut. Non, reviens sur la diapo d'avant, excuse-moi, j'ai été trop vite. C'est bien sûr d'adapter le statut régional des éducateurs à l'évolution des diplômes. En particulier, aujourd'hui, on a un filière de formation à l'avoir après avec deux parcours, un parcours pour les professionnels, enfin pour ceux qui voudraient se professionnaliser avec le BMF, le BEF, on va le voir, et un parcours bénévole. Donc l'idée, c'est d'ouvrir bien évidemment la possibilité pour des gens qui rentreraient dans le parcours bénévole de répondre au statut des éducateurs, donc de permettre de couvrir certains niveaux d'évolution dans nos compétitions. Alors, petit rappel, c'était l'autre diapo, on va la mettre, un petit rappel de la réforme de la formation.
Vas-y, Nicolas, si tu veux bien. Merci beaucoup. Donc, on voit bien les deux parcours, avec le parcours professionnel qui, pour l'instant, n'a pas bougé, puisqu'il y avait un projet de BMF à 2 mentions, mais qui est pour l'instant encore dans les cartons. Donc, avec toujours le BMF, le BEF. L'idée, c'est effectivement de limiter le nombre d'entrées dans ce parcours-là, parce que France Compétences nous l'impose si on veut garder la validité de nos diplômes. Et c'est de permettre à tous ceux qui sont des bénévoles dans nos clubs et qui ne veulent pas en faire leur métier, de rentrer dans le parcours bénévole. Alors, le parcours bénévole, les attestations fédérales, c'est les anciens modules, pour faire simple. Les CFI, c'est les anciens CFF, alors avec quelques aménagements, mais globalement, c'est ça. Et ce qui nous intéresse par rapport au statut des éducateurs, justement, c'est les nouveaux diplômes fédéraux, qui sont les diplômes adaptés aux éducateurs bénévoles. Donc, que ce soit le responsable école de foot, que ce soit le coach jeune ou que ce soit le coach senior. Donc l'idée, c'est de permettre avec ces diplômes-là, bien évidemment, de pouvoir encadrer dans le cadre du statut des éducateurs. Alors, les propositions qu'on vous fait par rapport à ça, alors d'abord sur les championnats masculins, alors vous savez déjà qu'il y a 2 niveaux de compétition chez nous qui relèvent du statut fédéral, donc sur lesquels on n'a pas la main. Il n'y a pas eu de modification du statut fédéral malgré un groupe de travail qui a fonctionné au niveau national et qui avait fait quelques propositions pour intégrer justement les nouveaux diplômes. Donc les 2 premières lignes, elles ne peuvent pas bouger pour l'instant. C'est un BEF avec obligation de contractualiser, c'est pour ça que le régional 1 est en bleu, sous contrat, et sans obligation de professionnel de contractualiser, donc sous forme de bénévolat éventuel, comme on le souhaite, en régional 2. Là, il n'y a pas de changement parce qu'on n'a pas du tout la main et on ne peut pas changer, c'est le statut fédéral qui s'applique. Tout le reste, c'est le statut régional, donc c'est nous qui en décidons ensemble. Alors, vous avez la colonne de la situation actuelle et vous avez les propositions qu'on vous fait pour les saisons à venir. Alors, globalement, les saisons à venir sont à peu près identiques, il y a quelques cas particuliers. Donc, première proposition, ça concerne le Régional 3. Aujourd'hui, le diplôme obligatoire, c'est le BMF. Demain, il y a un certain nombre de nos éducateurs, dès maintenant d'ailleurs, puisque le lancement des coachs seniors et coachs jeunes se fait en ce moment, qui vont rentrer dans ce type de formation et plus dans du BMF, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de permettre à ces éducateurs de couvrir leur équipe dans le cadre du statut avec le coach senior. Donc, la proposition qui est faite, c'est soit un BMF pour ceux qui l'ont ou pour ceux qui souhaiteront contractualiser, soit le coach senior pour les autres, et en particulier à partir de maintenant, ceux qui vont suivre cette formation, qui est une formation quand même renforcée par rapport à ce qui existait dans la partie des CFF. Donc voilà la première proposition sur la régionale 3, c'est d'élargir la couverture aux coachs seniors bénévoles, avec des contrats bénévoles dans les clubs. Voilà. Il n'empêchera pas, bien sûr, tous ceux qui ont un BMF de pouvoir continuer à couvrir cette division. Et puis, la départementale 1, aujourd'hui, c'est un CFF3 certifié. Ben là, c'est juste de la librairie. L'idée, le CFF3 devient le CFI senior. Donc, l'idée, c'est bien évidemment d'intégrer ce nouveau diplôme qui correspond au CFF3. Tous ceux qui ont le CFF3 pourront continuer sans aucun problème et éventuellement d'ouvrir au coach senior qui peut le plus, peut le moins. Bien évidemment. En tout cas, c'est juste d'adapter à la nouvelle terminologie des diplômes. Sur les jeunes masculins, vous m'interrompez quand vous voulez, n'hésitez pas. Sur les jeunes masculins, bon, j'ai gardé la ligne U19 parce qu'elle existe dans certains territoires, mais nous, on n'est pas concernés puisqu'on n'en a pas. Sur les régionales 1, c'est-à-dire la R1 U18, l'idée c'est de rester, c'est pour ça que c'est en bleu, c'est de ne pas apporter de changement, puisque là on est sur la R1 U18 et la R1 U16 sur les divisions qui donnent accès au niveau national. Donc c'est de rester comme on était aujourd'hui sur le niveau du BEF. Par contre, sur les U17, alors j'ai gardé la ligne parce que pour l'instant elle existe. Si on votait la réforme qu'on vous propose, vous avez compris que cette ligne-là n'aurait plus de raison d'être, c'est pour ça qu'elle est d'une couleur particulière. Mais l'idée là aussi, aujourd'hui, c'est du BMF. L'idée, c'est d'ouvrir aux coachs jeunes. Et certains avaient demandé dans le groupe de travail, pourquoi pas la possibilité, en tout cas dans les premières années, de l'ouvrir aussi aux coachs seniors. C'est peut-être une possibilité à garder, mais ça dépendra aussi du fait qu'on ne garde pas les U17, puisque si on ne les garde pas, la question ne se posera même pas. Donc voilà sur les U17, donc BMF ou coach jeune, voire coach senior pendant 2 ou 3 ans. Bon, la logique, c'est que le coach jeune, ça permet d'entraîner entre U14 et U19, donc U18 ou U19. Donc c'est quand même le diplôme adapté. Pour ce qui est des U15 et des U14, donc aujourd'hui les U15, on a le BEF. Vous savez que c'est un héritage de l'ancien
interligue qu'on avait avant la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté. On ne l'avait pas changé. Bon, il nous paraît assez cohérent quand même de se remettre sur un niveau un peu plus bas de diplôme. Ça n'empêchera pas d'entraîner avec un BEF, mais en tout cas de permettre d'entraîner, de couvrir des U15 R1 avec soit un BMF, soit un coach jeune, là aussi pour avoir bien sûr les 2 diplômes possibles. Et puis même chose sur les U14 qui sont aujourd'hui couverts par un BMF. L'idée c'est BMF ou coach jeune, c'est-à-dire à chaque fois qu'on avait le BMF, d'intégrer soit le coach senior en parallèle, soit le coach jeune, qui sont les nouvelles formations bénévoles de la filière, du parcours bénévole. Voilà pour les masculins sur la proposition. Donc les points clés, c'est quand même effectivement la couverture avec un double diplôme, là où il y a du BMF, soit coach senior pour la R3, soit coach jeune pour les compétitions jeunes régionales. Voilà globalement un petit peu la proposition telle qu'elle vous est faite. Pas de questions, j'enchaîne. Alors, pour ce qui est... Ah pardon, il manque la suite des championnats masculins jeunes, oui, bien sûr. Alors là aussi, j'ai gardé les U18 IS, hein, mais bon, là aussi, ils peuvent disparaître si la proposition de réforme qu'on vous a proposée tout à l'heure d'évolution des compétitions est votée le 4 novembre. En tout cas, s'il n'y avait pas vote de cette proposition, aujourd'hui, c'est un module U18. L'idée, c'est de passer sur le CFI U14, U19 qui correspond à cette catégorie, ou le CFF3 pour ceux qui sont déjà diplômés actuellement. Sur les R2 U18, donc qui n'existaient pas, c'est pour ça qu'il y a une barre sur la situation actuelle, l'idée c'est de passer sur le diplôme classique sur les jeunes, donc BMF ou coach jeune, sur toutes les saisons sans modification. Ce qui était le cas sur les R2 U16, on avait le BMF, donc là aussi l'idée c'est d'adjoindre le coach jeune bien sûr au niveau de la couverture. Alors sur les U15 IS et les U13 IS, ce n'est pas des suppressions, hein, c'est un changement de nom. Il pourrait s'appeler, si vous le souhaitez, demain, ce qu'on vous proposez R2, U15 R2 et U13 R2. Donc U15 R2 aujourd'hui, U15 IS, pardon, c'était le module U15. L'idée, c'est de passer sur un CFI U14, U19 là aussi, ou un CFF2, qui était le diplôme adapté actuellement. Et puis sur les U13 IS, qui est la ligne du bas, pareil, on avait le module U13. Donc U13 R2 si on vote la réforme. L'idée c'est un CFI U18-13 ou le CFF2, bien évidemment pour ceux qui l'ont déjà. Et puis restent les R2 U14 et les R1 U13. Là aussi c'est entre guillemets une création. Donc l'idée ça serait d'avoir un CFI U14 U19 pour les U14 et U18-13 pour les U13, avec bien sûr toujours l'ancien diplôme qui permettrait d'entraîner bien évidemment CFF2, en l'occurrence pour ces catégories-là. Voilà pour les championnats masculins. Je crois que cette fois-là, j'ai fait le tour avec les compétitions nouvelles en ocre, on peut dire ça comme ça. Là où il y a des évolutions, c'est ce qui est en jaune, et ce qui pourrait disparaître, c'est ce qui est en bleu. Si ça ne disparaît pas, ça sera la proposition qui est faite, qui serait proposé, c'est le cas de le dire. Pas de questions, pas d'intervention. Je n'ai pas mis le chat, hein, je peux le mettre à côté, mais apparemment non. Donc sur les championnats féminins, il n'y a pas beaucoup de compétitions, vous le savez. On avait une pyramide qu'on avait réussi à construire et qui s'est un petit peu cassé la figure au moment du Covid. Il n'y a plus de R3 en particulier. Donc l'idée, c'est pour la R1F, actuellement c'est le BMF, donc là aussi c'est d'ouvrir au coach senior, hein, tout simplement. Je pense que vous avez commencé à comprendre, vous avez compris la manip. Et puis sur la régionale 2F, pour l'instant, il n'y avait pas d'obligation. L'idée, ça serait peut-être d'arriver quand même sur un encadrement un petit peu plus diplômé, parce que c'est une division qui monte en puissance, et de se dire qu'à l'horizon 25-26, par exemple, on inciterait dans un premier temps à avoir soit le CFI senior ou soit l'ancien CFF3, pour peut-être l'intégrer dans le statut en 26-27 ou en 27-28, comme on le souhaitera. Voilà un petit peu l'idée. En tout cas, c'est d'intégrer, de faire en sorte que la R2F, et d'abord qu'elle monte en puissance, ce qui est quand même logique, et qu'elle s'inscrive définitivement dans notre panorama des championnats féminins, parce qu'on en a bien besoin, et puis donc d'avoir un niveau de diplôme
suffisant pour encadrer. Et puis sur les R1 U18F, là aussi, l'idée, c'est aussi de l'inscrire dans le panorama de manière définitive. Donc pourquoi pas avec une incitation en 26-27 pour le CFI U14 U19 et l'obligation statutaire en 27-28, sans forcément d'ailleurs de sanctions particulières, comme c'est le cas dans beaucoup de divisions. Voilà pour les féminines. Donc la principale modif, c'est quand même la R1F en adjoignant là aussi le coach senior. CFF2, il y a une question pour le CFF2-3. Ne faut-il pas passer une journée de mise en équivalence pour qu'ils soient encore valables après 2026? Oui, si, il y a un système d'équivalence, vous avez raison. Hein. Il faudra une journée de formation, ce qui est de formation continue pour pouvoir obtenir l'équivalence du CFI correspondant. C'est tout à fait vrai. Championnat futsal, je crois que c'est la dernière diapo, me semble-t-il. Voilà, donc futsal, régional 1F. Ah non, tu es toujours à féminin, pardon. Nico, merci, pardon. Régional 1 futsal, voilà. Aujourd'hui, c'est le CFF3 plus le futsal base. Bon, c'est ce qui est intégré dans le futur CFI futsal, donc c'est d'inscrire ce nouveau diplôme, ce nouveau CFI futsal dans les obligations à partir de la saison prochaine, tout en maintenant bien sûr la possibilité de le faire avec le CFF3 plus futsal base, pour autant qu'il y ait de toute façon il y aura l'équivalence comme ça a été évoqué pour avoir le CFI futsal. Il y a une question qui revient sur les féminines, je crois, sur les U18FR1. On est sur du volontariat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas si la personne veut prendre la parole. Et puis revient oui, peut-être aux féminines. Oui, Daniel, rapidement, Denis Gvenatam du Dijon Université Club. Oui, sur la U18 R1 féminine, on est sur de la pratique à 11. C'est-à-dire qu'au niveau district, en Coupe d'Or, par exemple, on est sur de la pratique à 8. Donc, on est vraiment sur l'inscription volontariat. Et on voit la difficulté, effectivement, d'avoir un groupe en U18 R1F. Et tu vas avoir souvent dans les années comme les R2F cette année, en senior, des équipes qui vont faire forfait. Malheureusement, on n'arrive pas à développer plus que ça le foot féminin, avoir plus de licences. Hein, ça, c'est un challenge. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les diplômes chez les éducateurs, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on est sur du volontariat et je voudrais bien qu'il y ait beaucoup plus d'équipes et qu'on soit un peu plus sur du compétitif niveau ligue, mais ça va me paraître compliqué d'ici 2026-2027 encore. Écoute, j'espère qu'on va arriver à asseoir ce R1F d'ici là, parce que ça voudrait dire que le foot féminin ne se développe pas à l'horizon de 3 ou 4 ans, et ça serait quand même dommage. Mais je te rejoins sur le fait que c'est difficile, je l'ai dit, hein, la pyramide qu'on avait difficilement construite, il y a eu une année où elle était à peu près en place au niveau senior R1F, R2F, R3F, et puis les R1 U18, c'est quand même considérablement cassé la figure avec le Covid. Donc, puisque l'année dernière, on a eu du mal à faire de la R2F, que la R1F, il a fallu la compléter parce que sinon, on n'avait pas d'accession. Je suis d'accord que c'est compliqué. Bon, là, l'idée, c'est de faire de l'incitation. On pourrait même laisser de l'incitation sur les 2 années, c'est pas. Mais inciter à essayer d'aller vers de la formation. Je reste toujours convaincu quand même pour encadrer. Il faut être formé et que nos formations, en tout cas les CFI ou les attestations fédérales, on pourrait très bien mettre une attestation fédérale, tu as quelque part raison, mais en tout cas, c'est des diplômes qui ne sont pas non plus très chronophages en termes de temps. Quand on veut aller après vers des diplômes fédéraux, bien sûr, vers des formations professionnelles, c'est tout autre chose, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était simplement garder à l'esprit qu'il n'y a pas de système de montée pour l'instant tout à fait, sur inscription, donc il faut vraiment l'anticiper aussi. Voilà, merci. Ok, donc on pourrait effectivement rester sur de l'incitation. Alors, pour le futsal, j'y reviens. Nicolas, si tu veux repasser le diapo, s'il te plaît, pour féminine. On revient au futsal. Voilà. Donc, je le disais, j'ai fait le R1 futsal, donc simplement l'adaptation au nouveau diplôme, hein, qui est maintenant le CFI futsal et qui intègre le CFF3 et le futsal base.
Et puis peut-être aller sur la régionale de futsal. Hein. On va peut-être là aussi commencer à asseoir une pyramide en futsal qui tienne un peu plus la route, avec sans doute à partir de la deuxième partie de la saison 23-24, un championnat R1 futsal de week-end, pour avoir enfin peut-être la chance d'avoir des équipes qui accèdent au niveau national. Donc peut-être sur la R2, mettre en place une incitation. Une incitation, c'est effectivement qu'incitatif sur l'attestation futsal, la F-futsal, qui est quand même quelque chose de très basique et qui correspond à peu près aujourd'hui au futsal base. Donc ça serait l'idée d'inciter, puis peut-être, pourquoi pas, à l'horizon 27-28, de l'inscrire dans le statut. En tout cas, l'idée, ça serait d'être incitatif, comme sur les U18 R1 et les U15 R1, si on arrive à les asseoir là aussi, ce qui n'est pas simple, avec une incitation, pourquoi pas, à ce que nos éducateurs passent quand même l'attestation fédérale, qui est quelque chose qui prend très peu de temps et qui permet d'avoir les bases quand même d'encadrement du futsal. Et puis, sur la R1 futsal féminine, si les choses se mettaient en place, bon, l'idée, c'est quand même de rester. Là, on est encore moins incitatif, que sur les U18 féminines de tout à l'heure. L'idée, c'est de rien mettre du tout. On pourrait peut-être dire qu'en 27-28, si ça se mettait vraiment en place, on pourrait inciter à avoir de l'attestation fédérale futsal, mais en tout cas, c'est à peu près la seule chose, je pense, qu'on peut mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu la proposition. Donc vous voyez que c'est surtout le fait d'inscrire en parallèle du BMF les nouveaux diplômes fédéraux pour les gens qui passeront les formations du parcours bénévole, parce que sinon elles seraient pénalisées, les clubs aussi, bien évidemment, puisqu'il y aura moins de BMF demain et que ces gens-là auront la capacité, parce que la formation sera adaptée, d'encadrer les équipes, soit régionales jeunes, soit régionales R3, et donc le mettre en part ou jeune ou féminine, ou futsal d'ailleurs, en tout cas féminine. Donc de mettre en parallèle du BMF les diplômes coach senior ou coach jeune, et puis de remettre à jour par rapport aux nouvelles formations, aux nouveaux instituts de formation, notre statut, pour qu'il soit effectivement à jour, à la page à aujourd'hui. Voilà un petit peu la proposition de réforme, d'évolution, pardon, c'est pas une réforme, d'évolution qu'on vous propose, qui touche surtout effectivement là où il y avait le BMF en fait. Nous permettra effectivement que certains éducateurs n'aillent plus sur le BMF parce que ça n'a aucun intérêt pour eux et que ça leur prend beaucoup de temps, alors qu'ils veulent simplement rester bénévoles dans votre club et couvrir votre club, d'aller vers des diplômes fédéraux et de permettre d'être en règle par rapport au statut des éducateurs. C'est ça l'objectif. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'en vois pas sur le chat en tout cas. S'il y a des mains qui se lèvent, je suis prêt à y répondre, et puis faites-nous part de vos remarques. Hein. Une ou deux petites évolutions qu'on peut intégrer sans problème. Ok, je vous propose de passer au sujet 3. S'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de main qui se lève et je ne vois plus d'intervention sur le chat. Donc, alors je crois que je vais être obligé de le faire parce que je crois que Jean-Marie Copy est excusé. Il avait un impératif ce soir, il nous a fait la présentation hier soir. Donc je vais m'y coller. Les évolutions du statut de l'arbitrage. Je le ferai sans doute moins bien que lui, mais je vais quand même essayer de vous le présenter. Alors, le premier tableau, c'est simplement un rappel pour que les clubs en aient bien conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous propose pour l'Assemblée du 4 novembre, si tu veux bien passer à la diapo suivante. C'est simplement ce qui a été voté au niveau des assemblées fédérales, donc c'est ce qui est en place. Alors, vous avez ce qui est en place pour la saison 22-23, et vous avez surtout ce qui était en place pour la saison 22-23, et vous avez ce qui est en place pour la saison 23-24. Là, c'est le statut fédéral de l'arbitrage, ça a été voté lors de l'Assemblée fédérale, je ne sais plus si c'était décembre 2021 ou décembre 2022. En tout cas, ça s'applique dès cette saison et c'est important pour les clubs parce que vous voyez qu'il y a des arbitres supplémentaires pour pouvoir être en règle avec le statut de l'arbitrage et que ça peut vous poser un certain nombre de difficultés sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble. Donc on a des solutions, de l'aide à vous proposer, je vais y venir après, mais en tout cas, rapide parcours, on ne va pas regarder la Ligue 1, la Ligue 2, mais il y a peut-être dans la salle, je crois qu'il y a un club de National 2, donc c'est bien, on passe quand même de 5 arbitres à 7 arbitres, et dans les 7 arbitres, il faut qu'il y en ait un qui ait été formé au club au cours des 3 saisons précédentes, et qui ait parmi eux 3 arbitres majeurs. Donc ça, c'est la contrainte d'aujourd'hui. En National 3, parce qu'il va y avoir quelques clubs de National 3 parmi nous, on passe bien de 5 à 6 arbitres.
avec la contrainte d'un aussi formé au club au cours des 3 saisons précédentes et 3 arbitres majeurs. Et alors pour nos compétitions régionales, vous avez le tableau, donc la régionale 1 passe de 4 à 5, la régionale 2 de 3 à 4, la régionale 3 de 2 à 3, c'est plus 1. En régional 1F et régional 1 futsal, il n'y a pas de changement. On reste à un arbitre sur les 2 divisions sans changement. Donc ce qui change, c'est bien la R3, en tout cas pour ce qui concerne nos compétitions régionales, R3, R2, R1, où on a plus un arbitre. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, en réalité, maintenant, on augmente d'un arbitre, puisqu'avant, la Nationale 2 n'avait pas plus d'arbitres que la Nationale 3. Voilà, ça, c'est la réforme nationale qui s'impose à nous. Alors, on a mis en place 2 dispositifs pour essayer de vous accompagner, pour en tout cas ceux qui ont des difficultés ou qui souhaiteraient de l'aide pour recruter des arbitres. C'est le dispositif VRP, donc il y a des jeunes, une dizaine d'arbitres sur le territoire de la Ligue qui sont à votre disposition pour aller mener des actions dans votre club. Donc, n'hésitez pas à contacter la Ligue par rapport à ce dispositif qui est à votre service, qui a donné déjà des résultats assez satisfaisants l'année dernière et j'espère que ça sera encore mieux. Et puis, on va lancer, vous aurez l'information à partir, je crois, de la semaine prochaine, en tout cas du 15 septembre, on va lancer un dispositif d'aide, un dispositif moderne d'aide qui s'appelle VOR, mais j'en dirai pas plus, puisque ça va vous être présenté de manière plus détaillée dans les jours et dans les semaines qui viennent, et qui devrait vous aider à recruter des arbitres, et pourquoi pas d'ailleurs des bénévoles. Donc voilà un petit peu le point général. Alors, ce qu'on vous propose, nous, par rapport à notre trajet du 4, c'est d'essayer d'assouplir un certain nombre de choses, en particulier d'élargir la mutualisation. C'est quelque chose qui était demandé pratiquement depuis qu'on a mis en place la mutualisation. Vous savez que même si la mutualisation en Bourgogne-Franche-Comté est plus favorable que la mutualisation fédérale, on ne mutualisait jusqu'à présent que sur les arbitres obligatoire, c'est-à-dire qu'un club qui avait 3 arbitres obligatoires, c'était ces 3 arbitres qui devaient faire tous ensemble 60 matchs. Et s'il y avait un 4e arbitre, il n'était pas pris en compte. Ce qu'on vous propose, c'est de mutualiser demain sur la totalité des arbitres de votre club, ce qui sera quand même beaucoup plus favorable pour les clubs. Bien évidemment, ça veut dire que aujourd'hui, il y a un exemple, un club de R3 doit avoir au moins 3 arbitres, dont 2 majeurs. S'il dispose de 4 arbitres, c'est les matchs de ces 4 arbitres qui seront mutualisés, et pas seulement ceux des 3 arbitres obligatoires comme on le comptabilisait jusqu'à présent. Alors vous savez qu'il y a une obligation pour qu'il soit pris en compte. L'arbitre, c'est déjà de faire 10 matchs, bien évidemment. Mais ensuite, si vous avez une obligation de 60 matchs, donc 3 arbitres en R3, ces 60 matchs pourront être mutualisés entre les 4 arbitres, si vous en avez 4. Voilà un petit peu l'élargissement du dispositif de mutualisation qu'on vous propose. Parce que c'est favorable au club, bien évidemment. La deuxième évolution, ça concerne les... Nicolas. Oui, je passe, mais il y a un petit temps d'attente. D'accord. J'attends d'avoir la diapo parce que... Et tu es dans le haut, sur les hauts plateaux, c'est ça, non? Ben non, mais ça fait 10 secondes que je l'ai passé, là. Ouais, enfin, moi, je ne l'ai toujours pas. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, mais moi, je ne l'ai toujours pas. Ah, voilà, jeune arbitre mineur et majeur. Donc, vous savez que au niveau fédéral, la fédération ne reconnaît que les jeunes arbitres, et la catégorie jeunes arbitres, elle va de, je crois, alors j'ai peut-être un trou là, de 15 à 22 ans, je crois, je vous dis ça de tête, je crois que c'est de 15 à 22, elle allait être 15 à 23, et la fédération a juste modifié en ramenant cette catégorie à 22 ans. Et on avait une difficulté avec les jeunes arbitres mineurs qui ont, bon, d'abord plus de difficultés pour se déplacer, bien évidemment, et pour aller arbitrer. Les districts ont aussi, et on l'a bien ressenti, ils nous l'ont dit clairement, certaines difficultés aussi à les désigner suffisamment sur un certain nombre de matchs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, au niveau de notre ligue en tout cas, de distinguer 2 catégories dans les jeunes arbitres, les mineurs et les majeurs, et de permettre donc à un jeune arbitre mineur de n'arbitrer que 15 matchs et pas 20 matchs comme la plupart, comme les jeunes majeurs et comme tous les autres arbitres. Donc de pouvoir effectivement arbitrer que 15 matchs sur la saison pour être en conformité. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut 10 matchs au minimum pour tout le monde, hein, ça ne change rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réduire le nombre de matchs à arbitrer par un jeune arbitre mineur
et de ne maintenir le quota normal que pour les jeunes arbitres majeurs. Donc, c'est le fait de faire une distinction à l'intérieur de la catégorie jeunes arbitres qui existe dans les règlements fédéraux, dans les statuts de l'arbitrage fédéraux, de nous distinguer d'un côté les jeunes, les 15-18, et d'un autre côté les 18-22, avec effectivement plus de facilité d'arbitrage, plus de catégories possibles pour les 18-22 que pour les 15-18, c'est une évidence. On avait aussi un souci sur la date d'inscription à la formation initiale en arbitrage. Bon, on a navigué entre différentes dates, 31 octobre, 31 décembre, 30 novembre sans doute. On avait toujours une date unique, alors qu'en définitive, d'abord, les dates au niveau de la fédération ont évolué, puisqu'avant c'était le 31 janvier la date limite pour qu'un arbitre soit formé. Aujourd'hui c'est le 28 février. Vous savez qu'il y a même eu un passage au 31 mars post-Covid. Aujourd'hui on est au 28 février et que les districts organisent des formations qui ne sont pas toutes aux mêmes dates. Et donc avoir une date unique pour tout le monde, ça paraissait pas très cohérent. Donc l'idée c'est d'être beaucoup plus simple demain, c'est qu'en fait la date limite c'est 7 jours avant le début de la formation. Donc c'est la date de formation qui en définitive générera la date d'inscription qui sera à J-7 par rapport à la date de formation de chacune des CDA des districts. Voilà un petit peu la proposition, la première partie. Daniel, oui. Il y a une question sur le chat de M. Sautel. Y a-t-il une souplesse avec les jeunes arbitres mineurs qui sont joueurs également, exemple en U17, U18R? Oui, bah, c'est bien l'idée aussi qu'ils arbitrent moins de matchs, hein, donc qu'ils en arbitrent que 15. Hein. Et le minimum pour être pris en compte dans la mutualisation, c'est 10. Hein. Effectivement, c'est bien l'idée de la souplesse pour les jeunes arbitres mineurs. Et puis le dernier point, oui, c'est autour du dispositif du référent en arbitrage. Nicolas, excuse-moi, tu as été trop vite là. Du référent en arbitrage. Donc avec effectivement l'extension au Régional 2. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, je pense, sur la partie arbitrage. Alors, il y a quelques compléments qui seront proposés, mais qui sont, là, je crois que c'était les 3 points les plus importants. La mutualisation, la date de la FIA, parce que ça donnera beaucoup plus de souplesse pour l'inscription de futurs arbitres. Et puis, les 2 derniers points sur le référent arbitre, et puis j'en ai oublié un, oui, le jeune mineur, jeune majeur. Il donnera effectivement plus de souplesse et moins de matchs à arbitrer à un jeune mineur, puisqu'actuellement il était soumis aux mêmes dispositions. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà ce que je voulais vous présenter, en tout cas ce que Jean-Marie devait vous présenter par rapport à l'évolution du statut de l'arbitrage. Alors si, je crois, il l'a dit hier soir, que si vous en étiez d'accord, ces propositions, que ce soit la mutualisation ou les jeunes arbitres, la différence de catégorie, pourrait s'appliquer non pas, parce que vous savez que tout ce qu'on vote en général en Assemblée générale s'applique que la saison suivante, tout ce qu'on voterait pourrait s'appliquer, si vous en êtes d'accord, on vous soumettra la question, dès la saison 23-24. Voilà, j'en ai terminé sur ce chapitre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous parler de Footnet et d'e-sport. Daniel, oui. J'avais encore, je m'excuse, j'ai reçu une demande, mais oui. c'est plutôt sur les éducateurs. Concernant le CFF2 et 3, la journée de formation n'est-elle pas dans le même but d'obtenir le DF coach jeune ou senior? L'idée, c'est effectivement de, comment te dire, c'est d'obtenir l'équivalence avec les nouveaux diplômes et que les nouveaux diplômes, effectivement, peuvent te permettre de rentrer sur certaines formations, mais tu peux aller aussi au DF sans prérequis. Hein, donc, mais je pense que là, il faut qu'il y ait des échanges entre les clubs et l'équipe technique hein, et l'IR2F de manière plus précise pour rentrer, parce que le dispositif d'équivalence, c'est plusieurs tableaux, donc je préfère, enfin je veux bien qu'on les affiche, mais je préfère pas rentrer dans le détail ce soir. Mais effectivement, c'est un dispositif qui permet l'équivalence de diplôme et qui permet éventuellement d'enchaîner d'autres formations.
Juste, Président Stéphane Legel, il me semble que de mémoire, les CFF2 ou les CFF3 donnent deux droits le fait d'avoir les CFI correspondants. Il n'y a pas besoin de la journée de formation, il me semble. C'est possible, mais attends, alors je vais essayer d'aller chercher mon document. Il me semble que cette journée, justement, pour obtenir le DF, pour ceux qui ont le CFF2 ou 3, le DF jeune ou le DF coach senior. Il me semble. Attends, je vais chercher mon... enchaîner, puis je reviens vers vous. Je regarde mes diaporamas là, sur la filière. Ok, ben je prends le relais. Est-ce que vous voyez bien toujours mon écran? Donc, au niveau du Footnet et de l'e-sport, donc le but de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, tout comme le futsal, c'est de continuer un peu son développement, toujours en lien avec ce que demande la Fédération française de football. Le but dans nos développements, c'est de ne pas prendre de retard par rapport aux autres ligues ou aux autres développements qui nous permettent de rester raccrochés au wagon de la Fédé et aux demandes un peu fédérales qui s'ensuit. Donc cette année, l'idée qu'on a mis, on a voulu donner priorité au Footnet et à l'e-sport, tout simplement pourquoi pour le Footnet, la Fédération française de football va créer la première Ligue 1 de Footnet et le but de tout ça, c'est que la Ligue puisse proposer des championnats, s'inscrire dans des accessions montées-descentes parce que, on en a parlé tout à l'heure, à un moment donné, c'est si on veut être représenté au niveau national, il faut que la Ligue puisse proposer les championnats adéquats que nous demande la Fédération française de football. L'année dernière, une première expérimentation, alors elle avait commencé grâce à Pierre-Etienne pendant le Covid, parce que le Footnet permettait de ne pas rentrer en contact d'une équipe à l'autre. Et l'année dernière, sa deuxième expérimentation avait pas mal fonctionné, où notamment une de nos doublettes de Vesoul est allée défendre sur un circuit parallèle de la Fédération française de Footnet, qui est maintenant rattachée à celle de la Fédération, ses chances fédérales sur un championnat. Donc l'idée cette année, c'est vraiment de créer un championnat régional expérimental, mais cette fois-ci, ce n'est pas une expérimentation, c'est vraiment un championnat expérimental de Footnet. Pour l'instant, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser des terrains communs qui puissent nous permettre justement de justifier à la Fédération française qu'on joue sur les mêmes sols, les mêmes principes. Donc pour ça, on a ciblé les deux terrains extérieurs de futsal qui sont à Dijon et à Besançon. Donc pourquoi donc l'idée, c'est de faire plutôt un triangle expérimental sur Dijon, Besançon, Vesoul, mais rien n'est fermé pour pouvoir utiliser ces terrains extérieurs et qui nous permettent de justifier que notre championnat se déroule sur les mêmes sols et sur une même pratique. Pour l'instant, l'idée, c'est de limiter aussi les inscriptions parce que c'est pas avec, des fois, c'est pas avec la quantité qu'on va pouvoir faire de la qualité. Le but, c'est de pouvoir être compétitif le plus rapidement et de pouvoir mieux travailler. Mais comme on vous le dit, là-dessus, rien n'est fermé. Ce sera suivant les inscriptions. Et on a ciblé les rencontres plutôt le lundi soir sur 3 matchs à 20h, à 20h30, à 21h. Parce qu'après sondage des équipes qui font déjà un peu de footnet, c'est là qu'on a potentiellement le moins d'entraînement chez les joueurs seniors. Donc on estime que ce sera là que ce sera beaucoup plus attrayant pour les joueurs. Et comment sur 8 soirées par an, octobre, novembre 2 fois, en décembre, en mars, avril, mai, juin, 3 équipes par site se rencontrent à chaque journée. Donc voilà un peu le format du projet qu'on vous propose et qu'on vous sollicite. Si vous êtes intéressé, il faut surtout rentrer en contact avec Pierre-Etienne ou la Ligue Manon ou moi-même, sans problème par rapport à ceci. Et donc voilà, on nous a mis en photo un peu le terrain extérieur de Dijon qui nous permettra justement de mettre en place l'ensemble des compétitions. Donc si certaines de vos doublettes sont intéressées dans vos clubs, parce qu'on sait aussi que vous faites généralement beaucoup d'échauffement par rapport à la pratique du footnet, n'hésitez pas à contacter Pierre-Etienne, Manon ou moi-même, on vous aiguillera. Mais le but, c'est de prendre le bon wagon pour qu'on puisse, on espère, apporter rapidement des équipes au niveau fédéral sur des compétitions footnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment, je suis à votre service. Et la deuxième compétition que certains connaissent déjà sûrement, c'est la pratique de l'e-foot sur notre territoire. Donc, ça fait maintenant 2 saisons qu'on réalise la e-foot Cup sur des critères. Donc, la première année était pendant le Covid, donc totalement derrière les ordinateurs depuis la maison. Et sur la campagne de la saison dernière,
on a réalisé les demi et les finales au sein de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté en présentiel. L'idée est de continuer un peu plus de présentiel sur les prochaines versions, mais vous savez en plus que le champion qui était Adrien Marida sur cette campagne-là est allé défendre la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, son district de la Nièvre et son club La Machine à Clairefontaine avec les 13 autres meilleurs joueurs des ligues, pardon. Et ils ont joué les quarts, les huitièmes et quarts de finale dans le château de Clairefontaine. Et pour les sélectionner, ils sont allés jouer les demi et les finales à l'auditorium du Stade de France. Et le vainqueur s'est revu mettre le trophée sur la pelouse du Stade de France après la Coupe Gambardella. Donc c'est la troisième compétition qui intègre, on va dire, l'événementiel du Stade de France. Donc l'idée pour nous est de pérenniser, de capitaliser un peu notre e-cup. Et pour ceci, eh ben, on va lancer sur le mois de novembre un premier championnat de R1 eFoot Cup, toujours en partenariat avec Orange qui nous suit sur l'ensemble de la digitalisation de la Ligue. Donc on a sollicité notamment les joueurs, les meilleurs joueurs de la e-cup de la saison dernière qui ont répondu présent. Et on lancera un championnat de 12 joueurs dès novembre pour se terminer au mois de mars pour ensuite rapidement passer sur l'eFoot Cup. Là aussi, ben, on vous conseille de prendre contact avec nous si vous auriez l'attention dans vos clubs ou si vous aviez des joueurs qui seraient intéressés pour pouvoir rentrer dans la sphère de l'e-cup ou de la R1 pour la saison prochaine. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Le but est d'avancer aussi par rapport à ça. La fédération souhaite avancer aussi sur ce segment. Vous savez qu'on a une équipe de France aussi avec un sélectionneur qui était passé au Château et au Stade de France la saison passée pour la finale de l'e-cup. Donc tout le monde sera bienvenu. C'était juste vous présenter ce qui se fait et sur lequel on avance. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous êtes intéressé pour ces nouvelles pratiques. Voilà, je vous l'ai dit, le dernier slide par rapport à l'E1, c'est la création de ce championnat. C'est une formule de match aller-retour de 12 participants, pratiquée et développée toute la saison en partenariat avec Orange sur des potentiels formats rencontres interligues aussi. On aimerait aussi pouvoir rentrer en concertation avec d'autres ligues. Et sachez aussi que nous avons Adrien Marida qui est un professionnel de l'e-foot qui est aussi du district de la Nièvre qui était joueur de l'AS Monaco et qui vient de signer à Strasbourg, qui souhaite s'engager avec nous et qui proposera des matchs de gala sur une fois par mois pendant le championnat R1 par un de nos joueurs et permettra de faire une promotion de l'événement avec ce type de match de gala. Voilà un petit peu les annonces qu'on peut vous faire en termes de eFoot R1 et de eFoot Cup, comme je vous l'ai dit, en partenariat avec Orange. Voilà un exemple de calendrier qui sera mis en place. Ça vous donne aussi un peu la formule qui est mise en place avec le championnat en orange, la Cup en rouge et la finale qui se jouera, comme le disait le président hier, pas forcément au Stade de France parce que le stade devrait être réquisitionné pour les JO. Donc une réunion à la Fédération française de football se déroulera en concertation avec la LFA mi-octobre pour définir un peu les modalités de où se joueront la Gambardella, la finale de la Coupe de France ainsi que la finale de l'e-cup. Voilà, moi j'en ai terminé par rapport aux questions diverses. Daniel, je ne sais pas si tu voulais revenir par rapport au point ou s'il y avait d'autres questions. J'ai pas trouvé, je vais essayer de vous partager si tu arrêtes ton partage. Essayer de vous partager ce que j'ai trouvé, mais comme je ne trouve pas dans mes... si j'arrive à afficher quelque chose. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer, on rajoutera une diapo sur le diaporama et on vous enverra les équivalences parce que j'ai trouvé un tableau mais qui n'est pas très lisible. Mais effectivement, la journée complémentaire, c'est plutôt pour aller vers des diplômes fédéraux. Mais je vous joindrai, parce que je voulais trouver le tableau original, mais j'ai trouvé que ça dans une communication, c'est pas très lisible. On vous joindra, on va rajouter les équivalences de diplômes à la fin du statut des éducateurs dans le diaporama. On va vous envoyer le diapo. Comme ça, vous aurez la réponse directe. Voilà, avez-vous des questions sur les sujets qu'on a abordés, voire sur d'autres, bien sûr, mais en tout cas sur les 4 sujets éventuellement?
Non, pas de questions particulières. Je ne vois pas de main se lever. Je ne vois rien sur le chat. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de clôturer cette réunion. En tout cas, en vous remerciant, de votre présence, de vos interventions, de vos remarques et de vos réactions. Ça nous paraît important. Et puis, je vais vous souhaiter un bon début de saison qui a démarré pour certains depuis déjà quelques semaines. Les championnats, en tout cas le week-end dernier. Une bonne saison à toutes et à tous. Merci encore de votre présence ce soir à cette réunion. Et donc, sur la totalité des 2 réunions, je pense qu'on aura